Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est Alain Juppé. Il est candidat à la primaire de droite pour l'élection présidentielle de 2017. Il est également maire de Bordeaux et ancien Premier ministre. Nous sommes au Grand Théâtre de Bordeaux où vous recevez cette année le Forum d'Avignon, le forum qui lie la culture à l'économie mais aussi au numérique. Alain Juppé, vous avez d'ailleurs commencé ce forum par un discours sur la culture très politique. Vous avez dit, je vous cite, que la politique culturelle devait retrouver un sens et un cap. Vous souhaitez investir dans la culture, mettre en place un plan décennal, vous avez dit, mettre de la culture à l'école en incluant des arts dans toutes les sections, des activités artistiques. Vous voulez libérer et sécuriser la culture, développer une politique du patrimoine et faire aussi, vous avez dit, une Europe de la culture. Tout cela avec de nouveaux crédits pour le budget national et pour le budget européen. Alors vous avez finalement une vision volontariste de la politique culturelle, Alain Juppé ? D'abord, je suis candidat à la primaire de la droite et du centre, pas la primaire de la droite. Je pense que la politique culturelle aujourd'hui retrouve toute sa priorité au sein de la politique nationale. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que ce qui est mis en cause, attaqué avec la plus extrême violence, ce sont les valeurs qui sont les nôtres, par le terrorisme et par le fanatisme. Et la culture est la réponse à l'obscurantisme, au fanatisme et au terrorisme. C'est la raison pour laquelle j'y attache une importance renouvelée. J'ai dessiné 3 grands axes pour une politique culturelle rénovée. D'abord, l'éducation, parce que la culture, ça se transmet, ça s'acquiert aussi, et donc il faut que l'éducation nationale joue pleinement son rôle dans ce domaine, en permettant à nos jeunes à la fois d'apprendre l'histoire des arts notamment, de pratiquer aussi une discipline artistique ou de rencontrer des artistes. La deuxième priorité, c'est la création. C'est absolument fondamental en matière culturelle. Il faut donc que les pouvoirs publics facilitent la création par un cadre juridique adapté. Et puis enfin, c'est le patrimoine, qui est notre richesse collective, le patrimoine ancien et le patrimoine qui se constitue. C'est dans ce domaine que je propose un plan décennal de remise à niveau de notre patrimoine. Alors c'est vrai que c'est très ambitieux puisqu'on sait que l'accès à la culture reste très inégal en France. Tous les chiffres le montrent. C'est vrai, il l'est partout d'ailleurs, il l'est aussi en France. Il faut continuer à progresser. C'est pour ça que l'éducation joue un rôle majeur. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait augmenter le budget de la culture? Parce qu'on avait un petit peu cette impression hier. J'ai dit le remettre à niveau. On n'a pas pouvoir, même en période préélectorale, faire des promesses à tout le monde et promettre d'augmenter tous les budgets. Nous avons au contraire une nécessité de maîtrise de la dépense publique. Il faudra donc rationaliser les choses et aussi trouver d'autres sources de financement. C'est l'intérêt de ce forum ici, c'est de montrer que le mécénat d'entreprise, le mécénat individuel aussi, peut jouer un grand rôle pour aider au développement de certaines activités culturelles. Donc il va falloir peut-être les encourager encore fiscalement, justement, ces politiques. Oui, il y a une première loi qui a privé. été votée, qui est la loi Yagon, qui a été une petite révolution, et je préconise un acte 2 du mécénat pour aller plus loin, justement, dans la mobilisation de ces participations privées. Et ça marche, en général. Une entreprise aussi a intérêt à s'investir dans la culture, parce que c'est une façon de fédérer ses salariés, de leur donner envie de participer à un projet collectif, de donner du sens, finalement. L'entreprise, ce n'est pas simplement un lieu de réalisation de profit. C'est d'abord ça, mais pas uniquement. C'est aussi un lieu de mobilisation des énergies et de création d'un état d'esprit auquel une politique culturelle peut contribuer. Alors vous avez parlé d'une Europe de la culture. Vous seriez prêt à prendre votre bâton de pèlerin pour essayer de convaincre les partenaires européens d'augmenter le budget affecté à la culture en Europe? Oui, le budget de l'Europe affecté à la culture, c'est 0,4%. Donc vous voyez qu'il y a des marges. Donc il y a de la marge. Mais pourquoi? Il faut sortir uniquement des préoccupations budgétaires, il faut s'interroger sur le pourquoi des choses. Comment peut-on relancer aujourd'hui une envie d'Europe? On voit bien que les Européens ont perdu largement confiance dans l'Union européenne et laisser se disloquer ce que nous avons mis plus d'un demi-siècle à construire serait une véritable catastrophe. Imaginez le rétablissement de frontières entre la France et l'Allemagne. Ce serait une régression historique intolérable. Et donc il faut donner cette envie. Cette envie, on ne va pas la donner simplement en parlant d'harmonisation fiscale ou de la politique de la Banque centrale européenne. Il faut qu'il y ait un projet politique et au cœur de ce projet politique, une question fondamentale, est-ce que oui ou non, nous partageons des valeurs communes? Est-ce qu'il y a une culture de l'Europe? Et je le crois profondément. Il y a une civilisation européenne autour de la démocratie, autour des droits de l'homme, autour de la condition féminine, de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est notre bien commun. Et c'est à partir de là, je crois, qu'il faut relancer un projet politique européen. Alors le ministre de la Ville et de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, a dit « On a sur nos territoires une centaine de quartiers qui sont des Molenbeek potentiels ». Est-ce que finalement la gauche et la droite n'ont pas abandonné ces quartiers? On parle de culture. Non, nous n'avons pas abandonné les quartiers de la politique de la ville. On caricature toujours en permanence. Je pourrais vous citer des exemples de quartiers où la politique de la ville a réussi. Alors, ce n'est pas le cas de tous les quartiers. Non, pas tous, mais
On n'a pas échoué partout. Donc il faut toujours avoir un jugement un peu équilibré. Cela dit, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation est aujourd'hui une priorité absolue. Radicalisation des esprits à l'école. Il faut évidemment tenir bon sur la réalité des faits historiques. Risque de radicalisation sur les réseaux sociaux. On est arrivé à bloquer les sites pédopornographiques. Il faut s'attaquer aux sites qui prônent la violence et le fanatisme. On ne le fait pas de manière suffisamment sérieuse pour l'instant. Non, pas assez. Il faut aller plus loin, bien entendu. La preuve, c'est que la radicalisation progresse. Radicalisation dans les prisons, qui sont des incubateurs de fanatisme. Et puis enfin, radicalisation dans certains lieux de prière. Il n'est pas acceptable qu'une vision salafiste de l'islam véhicule des messages de haine qui vont à l'encontre de la République. Et quand c'est le cas, il faut fermer ces lieux de prière. Donc sanctionner. Oui, bien sûr. Le rôle de la République, c'est de sanctionner ceux qui violent les lois. C'est un principe fondamental. Alors Manuel Valls a dit du djihadisme, l'expliquer, c'est déjà un peu le justifier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a finalement une analyse culturelle, économique et sociale du djihadisme? Il faut combattre farouchement toutes ces déviances, mais il faut évidemment comprendre quelles sont leurs racines, si on veut bien les comprendre, bien les combattre, c'est absolument évident. Donc quelles sont leurs racines? Leurs racines, elles sont diverses. Ce ne sont pas uniquement des racines socio-économiques. Tous les jeunes en difficulté ne se convertissent pas au djihadisme. C'est aussi parfois une perte de repères, une perte de sens. Et puis une dérive de la religion musulmane qui a été pénétrée par des idées sectaires et complètement passéistes. Donc le combat, il est à tous les niveaux. Il appartient aussi aux musulmans français, aux Français musulmans, de dire que leur religion ne ressemble en rien à cette espèce de dérive fanatique et sanglante que nous voyons se développer par le djihadisme. Ils devraient plus se mobiliser? Ils se mobilisent, il faut qu'ils le fassent parce que c'est eux qui ont la crédibilité pour le faire et beaucoup le font. Il y avait hier soir ici à Bordeaux, dans un débat du Forum d'Avignon, Tarek Obrouk qui joue un rôle très positif dans ce domaine et très courageux. Depuis les attentats à Paris et à Bruxelles, il y a un débat justement en Europe sur le PNR, le fameux registre européen des noms des passagers des avions. Alors le Parlement européen devrait voter un PNR le 21 avril. Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge, lui dit que c'est un PNR croupion parce qu'en fait c'est l'addition de différents fichages de passagers. La France finalement refuse un partage systématique d'informations sur le déplacement des personnes. Non, la France ne refuse rien, ça c'est encore des querelles vraiment inutiles. Nous nous sommes mis d'accord sur un PNR, un Passenger Name Record, pour enregistrer les noms des passagers, comme le font les États-Unis. Il y a eu un accord entre le Conseil européen et la Commission. C'est le Parlement qui bloque. Et ne détournons pas le projecteur des vraies responsabilités. Ce sont les socialistes et le Front National, alliés, notamment les Français, au Parlement européen, qui ont refusé le PNR. Et il faut les pointer du doigt, parce que cette réforme est absolument nécessaire. Il faut une Europe du renseignement ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. On le voit avec nos amis belges. Nous avons resserré nos liens de renseignement. Et je crois que là aussi, les Français sont très réalistes. Quand on leur demande à quel niveau doit être mené le combat contre le fanatisme et le terrorisme, à quel niveau on doit mettre en place une vraie politique d'immigration, que répondent les Français ? Aux 2/3, au niveau européen et pas simplement au niveau national. Nous avons besoin de plus de solidarité. Il faut reconcevoir, rebâtir complètement Schengen, qui a échoué et qui doit être reconstruit. Alors François Hollande renonce à faire une réforme constitutionnelle sur la déchéance de la nationalité. Est-ce que vous auriez voté, vous, cette réforme ? Cette réforme, je l'ai dit dès le départ, était inutile. C'était un rideau de fumée, c'était un coup politique monté par François Hollande. Je viens de faire une émission où j'ai parlé de François Mitterrand, de François Hollande, pour essayer de brouiller les cartes et de faire croire qu'il avait embarqué avec lui l'opposition de droite. Et on a vu que ce piège politique s'est refermé contre lui parce qu'il a divisé sa propre majorité. Cette réforme, je le répète, était purement symbolique, ne servait à rien. Et le résultat, c'est qu'elle a échoué et que c'est vraiment un échec de crédibilité du président de la République. Sur la primaire, Alain Juppé, alors vous êtes le grand favori des sondages et du coup vous devenez un peu une cible à droite comme à gauche. Finalement, on vous reproche d'être absent, de ne pas suffisamment vous exprimer, de faire une campagne trop prudente. Quand allez-vous vous lancer dans le ring ? Je ne comprends pas ça. Je comprends pas. Je suis absent là, de vos antennes. Je ne comprends pas très bien. Je suis présent tous les jours sur le terrain. Je fais des meetings pratiquement plusieurs fois par semaine. J'ai publié 2 livres, j'en présente un 3e. J'aimerais que beaucoup de mes compétiteurs en disent autant que moi. Donc je ne comprends pas du tout cette analyse qui est aujourd'hui sans doute une façon détournée de m'attaquer parce qu'on n'a pas trouvé autre chose pour l'instant. Et ces sondages sur votre popularité, quelle est votre réaction ? Ils existent aussi. De durée ? Ils sont fragiles. Et je sais très bien qu'un sondage est une photographie à l'instant T. Mais c'est peut-être parce que je fais une vraie campagne
une vraie campagne d'écoute, de dialogue avec mon concitoyen, une vraie campagne de propositions constructives. Je viens d'en faire, vous l'avez dit, sur la politique culturelle. Je ne suis pas silencieux sur la politique culturelle. Vous avez entendu mes compétiteurs parler de culture? Alors voyons, c'est peut-être parce que je fais cela qu'il y a un lien avec ma popularité. Voyez. Alors la dernière étape, ça sera justement votre livre sur l'économie. Il va sortir au mois de mai, me semble-t-il. Vous êtes déjà dit que vous étiez pour la suppression des 35 heures, de l'USF et pour la retraite à 65 ans. Alors Alain Juppé, vous êtes pour un État fort au niveau régalien. Êtes-vous un libéral sur le plan économique? Bien sûr, l'État ne peut pas tout faire. L'État doit être fort là où il est le seul à pouvoir agir, c'est-à-dire dans ses fonctions régaliennes, la défense nationale, la sécurité, le contrôle des migrations, le contrôle des frontières. En revanche, il ne doit pas être interventionniste là où l'initiative privée, la libre entreprise, l'économie de marché sont les seuls à pouvoir créer des richesses. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Au contraire, c'est une bonne articulation. Est-ce que vous voulez supprimer un certain nombre de fonctionnaires comme le propose Nicolas Sarkozy? Il y a des secteurs où l'administration doit faire sa révolution numérique et où la révolution numérique entraînera des progrès de productivité considérables. Il y a d'autres secteurs, en revanche, où on a besoin de fonctionnaires dans la police, dans la gendarmerie, dans l'éducation nationale. Voilà, il ne faut pas avoir une vision, là aussi, trop simplificatrice des choses. Il faut agir secteur par secteur. Secteur par secteur. Non. En général, on donne un coup de rabot analogue un peu partout. Au contraire, il faut bien analyser la situation de chacune des administrations, voir là où il y a des progrès de productivité. Il y en a beaucoup à faire, bien sûr. Et puis là, au contraire, où on a besoin de maintenir des effectifs. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.